Désinflation US. L'été pourrait être radieux. Chers amis, je passe en revue tous mes indicateurs avancés pour l'inflation US, sachant que cette semaine est mise à jour vendredi 28 juin. L'indice des prix favoris de la Fed, le PCE, les attentes sont énormes, l'optimisme est présent. Si j'ai raison, et oui c'est l'été les amis, ça y est, nous y sommes. Si j'ai raison sur l'inflation US, quelles sont les conséquences pour le marché action et pour le marché obligataire? Point complet. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. Ça y est, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est la fin d'un automne qui a duré jusqu'au milieu du mois de juin. Des inflations US. Écoutez, il y a deux choses actuellement. Il y a à la fois l'intransigeance de la Fed qui est là, qui prend des pincettes, elle n'est pas sûre, elle calme les ardeurs du marché. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué la semaine dernière dans le Top Gun, mais là on va faire des choses complètement différentes. Là je l'ai bossé ce PowerPoint, je l'ai bossé cette présentation. Bon, je vous ai fait des choses synthétiques, j'espère que ça va vous plaire. L'intransigeance de la Fed, pourquoi? Parce qu'elle s'est plantée en décembre dernier. Elle était trop optimiste. Et il y a eu 4 mois consécutifs d'une inflation, d'une désinflation en pause. Mais voilà, la désinflation a repris selon le CPI. Oui, mais vous le savez comme moi, parce que vous suivez mes vidéos chaque semaine, et qu'on radote avec Thomas. On radote. Mais c'est ça la magie de la bourse. La bourse, c'est mieux que Netflix, c'est mieux qu'Amazon Prime. Moi, j'ai rien de tout ça. Moi, j'ai la bourse tous les jours, et le week-end avec les cryptos, l'actualité, ça ne s'arrête jamais. Donc, et ce sont, oui, mais les sujets, on les redéveloppe parce qu'ils évoluent, parce qu'ils bougent. Donc c'est ça qui est intéressant. Les tendances, ça cote bon. Ok. La désinflation US a repris selon le CPI, 2 mois d'affilée. On respire, c'est bon. Mais le PCE, pas encore. Les attentes sont énormes. Vous allez voir, je vous ai préparé un petit tableau, mamma mia, un petit tableau avec mes 8 indicateurs avancés d'inflation US favoris. Non seulement je vous les liste, mais on va les passer en revue, le diagnostic. Et à partir de là, c'est la stratégie de l'été. Alors aussi, bien sûr, comme dans chaque Top Gun, analyse technique du S&P 500, enfin, du S&P 06, je vais vraiment insister là-dessus en vous montrant la différence entre le S&P 06 et le S&P 500, le S&P 500 classique et le S&P 500 Equal Weighted. Nous allons aussi parler des small et mid cap US. Bien sûr, forcément, puisque c'est une des thématiques au moins jusqu'au début du mois de juillet, où en est la dissolution française. Bon, elle va avoir lieu, ok, très bien, mais où en sont les actifs financiers européens, le risque de résurgence de la crise de la dette souveraine en Europe. Rappelez-vous à l'époque, entre 2010 et 2013, foncez, regardez le Fast and Forex que je vous ai fait mercredi dernier sur le sujet. Voilà, c'est parti, on passe en revue tout ça. Sans transition, désinflation US, l'été pourrait être radieux. Radieux comme ici, alors, voilà, allez-y, à votre avis, nous sommes où? Sommes-nous dans une ville futuriste? Sommes-nous dans une ville européenne, américaine, asiatique? Bon, le premier qui trouve le nom de la ville et le nom de ce parc, eh bien, a gagné. Il a gagné quoi? Il a gagné toute mon estime. Et pour un nouvel indice, je vous remets la photo ici, dans un autre angle. Au programme, l'intransigeance de la Fed n'a qu'une seule raison. Le besoin de davantage de confirmation que la désinflation US a bien repris. C'est ce que suggère l'indice d'inflation CPI depuis 2 mois. Mais la Fed exige une confirmation par l'indice d'inflation PCE mise à jour ce vendredi 28 juin à 14h30. Les attentes sont énormes ici. Elles sont big, les attentes. En gros, pour parler simplement, l'indice d'inflation PCE Core, ou dit en français, l'indice d'inflation PCE sous-jacent, est en pause à 2,8% en rythme annuel depuis janvier. Alors que au second semestre 2023, il était passé de 6 à 2,8. Ce vendredi 28 juin, c'est le PCE du mois de mai qui est mis à jour. Le consensus, c'est 2,5, 2,5. Entre nous, je vous rappelle, la cible de la Fed, c'est 2. Et autre petit indice, rappelez-vous. La Fed, récemment, a mis à jour ses perspectives d'inflation pour la fin d'année. Et elle nous a dit que le PCE sous-jacent serait à 2,8 en décembre. C'est pourquoi elle n'est pas pressée de baisser les taux. Oui, mais là, le consensus, c'est 2,5. Who lies? Qui est dans le vrai? Vous comprenez un peu pourquoi les attentes sont énormes pour ce vendredi 28 juin?
début de l'été, un chiffre qui, s'il était bon, pourrait enfin délivrer, enfin permettre une baisse des taux. Du marché en tout cas. Du marché, car il n'y a pas de pivot de la Fed attendu avant la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre. Donc voilà, j'ai tellement hâte qu'on soit le vendredi 28, qu'on puisse prendre connaissance de ce chiffre. Première partie, inflation PCE sous-jacente du vendredi 28 juin. Un espoir énorme. Les indicateurs avancés d'inflation. Là, c'est là où j'ai taffé. J'ai bossé, j'ai travaillé. Excusez-moi, je vais essayer d'utiliser mon meilleur français. Troisième partie, obligation. Bon, j'en remets une couche. J'en ai mis une bonne couche. J'ai mis quasiment 4 couches, une sous-couche, 3 couches de peinture au Swissquote Trading Day, pour vous réexpliquer que si j'ai raison, si j'ai tort, à la trappe, Vincent, mais si j'ai raison, la classe d'actifs qui mécaniquement profite de la désinflation, c'est le marché obligataire, du fait de sa corrélation inversée avec le cycle des taux d'intérêt du marché. Ensuite, qui en profite? Sur le marché action, vous avez l'environnement des small et mid cap, les valeurs cycliques, la value. Celles qui sont en retard par rapport aux stars de la tech, c'est elles qui en profiteront. C'est pas, si ça désinflationne et que c'est confirmé, c'est pas les Nvidia, c'est pas le S&P 06 qui lui, de toute façon, évolue en bourse de par ses propres facteurs d'influence qui sont ses perspectives de bénéfices qui sont propres, qui sont liés à l'intelligence artificielle. Malheureusement, voilà, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas toutes les entreprises. Sinon, on sera tous au chômage, de toute façon, puisque l'intelligence artificielle, c'est des robots. Bon, ok, mais bon. Voilà, donc S&P 06 versus S&P 500, le CAC 40, tout ça, on fait plein de choses, c'est parti. Première partie, inflation PCE sous-jacente du vendredi 28 juin, un énorme, et franchement, un énorme espoir anime le marché. Je vous ai remis en haut à droite un tableau qui fait la synthèse des 3 lectures, des 3 baromètres de l'inflation aux États-Unis. Vous pouvez aussi lire le texte qui se trouve à gauche. Et en fait, pourquoi il y a un espoir? Alors déjà, du côté des prix à la production, commençons par le moins important. Les prix à la production qui sont le PPI, ou autrement dit, les prix sortis d'usine. Eux, il n'y a plus aucun souci. Nous sommes revenus au monde d'avant, impeccable. Et d'ailleurs, dans ce PPI, on retrouve beaucoup de composantes du PCE. C'est pourquoi l'espoir est permis pour la mise à jour du vendredi 28. Donc voilà, je vous montre la mise à jour. Voilà, c'est vendredi 28 juin, c'est donc à la fin de cette semaine, la mise à jour du corps PCE en version mensuelle et en version annuelle. Vous aurez aussi la mise à jour du corps PCE en version annuelle. Ce corps PCE en version annuelle, vous l'avez sous les yeux. Regardez comme moi, il est flat depuis le début de l'année à 2,8. Il ne baisse plus. Voilà, alors qu'il baissait. Et c'est donc finalement, c'est juste cette toute petite ligne ici horizontale, finalement, c'est la géométrie. La Banque centrale, la politique monétaire, c'est la géométrie. Bon, c'est cette toute petite ligne horizontale qui fait que la Fed est intransigeante. Et ce qui fait d'ailleurs que la Fed, mais pour moi, j'ai développé ce sujet la semaine dernière, et je pense que c'est un excès de prudence, c'est n'importe quoi. Non, je ne vais pas juger le travail des banquiers centraux. Ils travaillent probablement mieux que moi et sont plus compétents naturellement sur ce sujet. Mais le corps PCE inflation. La Fed, en mars dernier, envisageait qu'il soit à 2,6 en fin d'année. C'était crédible. Elle aurait dû le maintenir. Et là, elle nous dit non, finalement, on sera à 2,8. Mais là où moi je ne comprends pas, c'est que nous sommes déjà à 2,8. Et que tous les indicateurs avancés nous disent que nous allons passer sous 2,8 probablement dès ce vendredi 28 juin. C'est pourquoi j'ai exprimé mon idée, encore une fois, personnelle, à mon humble avis, qu'il s'agit d'un excès de pessimisme. On verra. S'il ressort à 2,8 encore ce vendredi, eh bien c'est qu'elle a raison d'être dans le pessimisme. Nous verrons bien. Alors pourquoi y a-t-il de l'optimisme? L'optimisme, il n'est pas venu du PCE, il est venu du CPI. Alors concentrez-vous sur cette courbe que je vous ai déjà montrée. Effectivement, le CPI, qui est donc le second indice d'inflation important à suivre, alors que la Fed ne se base pas sur le CPI pour ses perspectives de politique monétaire, mais elle l'utilise quand même. Et donc, vous avez eu quelque chose d'intéressant sur les 2 derniers mois, une baisse du CPI à 3,4 et le Supercore CPI à 2,6. Supercore PCI qui exclut notamment l'immobilier. Je vais beaucoup vous parler d'immobilier. Ici, vous allez voir, notamment dans mes indicateurs avancés, il y a plein de choses intéressantes que j'ai envie de vous montrer. Vous allez voir, ça va être cool. Ça va être intéressant. Donc oui, alors voilà, le CPI sous-jacent a repris sa tendance baissière, alors que pourtant,
l'inflation immobilière, elle reste encore très élevée et qu'elle compose 40% de son calcul. Donc, c'est-à-dire que ce sont les autres composantes sous-jacentes qui ont pris la direction du Sud. Cet espoir ici dans le CPI, eh bien, le marché l'attend maintenant dans le PCE. Le PCE, donc, comme je vous l'ai montré, qui s'est mis à plat. Le consensus est intéressant. Le consensus, c'est entre 2,5 et 2,6 pour la mise à jour donc, de ce vendredi 28 juin. Les espoirs sont donc énormes. D'autant plus que si le chiffre est bon cette semaine, c'est-à-dire que dès cette semaine, nous passons sous la cible de la Fed qu'elle envisage pour décembre. Et donc peut-être qu'elle pourra finalement faire davantage de baisse de taux que prévu. Et au stade actuel, pour le moment, le marché juge avec une probabilité pas si énorme que ça, 59% de probabilité implicite. Alors c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, pour être précis, à 59% qu'elle pivote lors de sa réunion du mercredi 18 septembre 2024. Donc nous en sommes là, les attentes sont, et les espoirs, on peut même parler d'espoir finalement, tellement le marché a été secoué par le fait que la désinflation s'est mise à plat entre janvier et décembre, entre janvier et avril. Les attentes et espoirs du marché sont énormes pour ce vendredi 28 juin. Il faut absolument que le PCE sous-jacent soit en nette baisse en rythme annuel, d'autant plus que la Fed se montre très intransigeante. Il faut deux choses. Il faut que le CPI en rythme annuel soit sous de 8 et il faut aussi que le CPI en rythme mensuel soit au maximum à 0,20 car dans le monde d'avant, le CPI, le PCE Core mensuel dans le monde d'avant évoluait entre 0 et 0,20. Et là, ici, entre 0,20 et 0,60, c'était la vague inflationniste. Et là, vous voyez qu'on est en train de retomber vers ce qu'était le régime des prix d'avant. Et c'est finalement ce que cherche à atteindre la Banque centrale. Donc vous avez bien compris, ce vendredi 28, c'est vraiment très important. Et en réalité, peu importe l'indice d'inflation CPI, la Fed regarde le PCE et uniquement le PCE sous-jacent. Et en fait, il y a deux choses qui comptent. D'une part, la Fed regarde le PCE sous-jacent et ensuite, pour elle, pour être rassurée, il faut au minimum 2 mois consécutifs de reprise de la désinflation, ce qui est le cas sur le CPI, ce qui n'est pas le cas sur le PCE. Et même si ce vendredi 28, le chiffre est favorable, ça ne fera qu'un mois de reprise de la désinflation. Mais c'est le début. Et si ensuite, en juillet et en août, on a des bons chiffres, ça y est, boum, on a la tendance. On a trois prix qu'on peut relier par une courbe. C'est donc la reprise de la tendance baissière de la courbe d'inflation, ce qu'on appelle la désinflation, ce qui permettra à la Fed de nous caler, allez, 2 baisses de taux, peut-être, non, deux d'ici la fin d'année. Et surtout une série ensuite en 2025. C'est surtout ça qui compte pour le marché. Alors maintenant, partie de la vidéo qui est peut-être la plus intéressante, celle où je vous ai rassemblé les indicateurs avancés de l'inflation US permettent d'être optimiste pour cet été. Alors, le tableau va apparaître dans un instant. Les trois, déjà, je vous en prie, prenez le temps de lire ce qui se trouve ici à gauche sur ce slide. Les 3 mesures de l'inflation sont mises à jour chaque mois en rythme annuel et en rythme mensuel. Le PCE, le CPI et le PPI. Ces mises à jour progressives permettent de décrire des courbes et d'identifier des tendances et d'avoir une comparaison avec les données du passé. Mais comment se faire une conviction que la tendance à la désinflation va se poursuivre? Pour cela, il faut se tourner vers les indicateurs avancés de l'inflation US, dont je vous propose dans le tableau en haut à droite ma sélection. Et donc ce tableau va apparaître bientôt, abracadabra, et le voici. Incroyable, la magie fonctionne même avec PowerPoint. Indicateur avancé pour l'inflation US, diagnostic actuel. Donc nous avons Trueflation, Inflation Nowcasting, qui est un algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, le Zillow Zori Index, qui mesure l'inflation immobilière en temps réel. Et là-dessus, je vais être à nouveau extrêmement précis en vous montrant vraiment des datas hyper percutantes qui sont des datas officielles. Vous savez qu'il y a un énorme problème en fait dans les indices d'inflation US, c'est le lag entre les données temps réel d'inflation et ce que reproduit l'inflation officielle, notamment l'inflation immobilière, ou par exemple, pour les loyers immobiliers, eh bien, l'inflation officielle prend en compte les loyers depuis 1 an. Limite, on s'en fout du contrat de location qui a été signé il y a 11 mois. Mais pourtant, l'inflation officielle, elle, en tient compte. La vraie inflation, c'est aujourd'hui, je signe un nouveau contrat de location à New York. Imaginons, j'ai beaucoup d'argent, ce qui n'est pas le cas, et je me prends un super appart sur Central Park. Au final, vous avez la réponse à la question du début de la vidéo. Bon, là, je signe mon bail à Central Park, super vu, impeccable, je suis heureux.
avec un gros salaire en dollars, etc., on peut rêver. Bon, le taux d'inflation du loyer, c'est pour le même appartement ce qu'il est maintenant par rapport à ce qu'il était il y a un an. Ça, c'est l'inflation temps réel. Eh bien, les indicateurs d'inflation immobilière temps réel. Je vous rappelle que l'immobilier, c'est la première contribution des indices d'inflation, que ce soit le CPI ou le PCE, même si c'est plus important dans le CPI que dans le PCE. Eh bien, la vraie inflation immobilière actuellement, vous savez ce que c'est? C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Oui, c'est zéro. Vous savez à combien elle est dans l'indice officiel? Elle est à 5. C'est quoi cette histoire? Alors, tout simplement, le zéro que là vous voyez actuellement, pour la vraie inflation immobilière, il arrivera dans l'indice officiel d'inflation d'ici 6-9 mois, petit à petit. Donc en fait, nous savons qu'à horizon 6 mois, cette contribution de l'immobilier passe à zéro. Et donc, il y a des gens très intelligents, plus que moi, qui ont fait des calculs et qui se demandent, et qui se sont posé la question suivante. Si on prenait non pas la méthodologie, la méthodologie officielle, mais l'inflation immobilière actuelle, et qu'on l'intégrait dans l'indice d'inflation, à combien serait l'indice d'inflation? On est déjà en dessous de 2. Donc en fait, on sait déjà à horizon 6 mois que cette inflation revient sous 2. Alors, sauf si derrière, toutes les autres contributions s'envolent. Mais je les ai aussi regardées, et la plupart d'entre elles sont en tendance baissière, notamment l'inflation des nouveaux véhicules, l'inflation des voitures, qui représente l'inflation industrielle, qui ne cesse de s'enfoncer en territoire négatif. Oui, il y a encore des doutes pour l'inflation des services. Ah là, je l'admets, c'est là où c'est compliqué. Mais même si l'inflation des services reste élevée, de toute façon, avec la contribution de l'immobilier, ça nous ramène à 2. Alors après, est-ce que la Fed va se stresser parce que l'inflation des services est trop élevée? Possible. Ça, c'est un autre sujet. Bon, donc là, et maintenant, il faut que je vous montre tout ça, parce que là, je viens de beaucoup parler, mais il faut que j'illustre, ça va être encore une vidéo de 30 ans, là, mais bon. Il y a aussi toute la partie technique qu'il faut qu'on fasse. Ok, donc, alors déjà, on commence par le plus simple, Trueflation. Trueflation, le plus intéressant de ce que je vais vous montrer, donc Trueflation, Inflation No Casting, le Zillow-Zori, le BLS New Tenant Rent Index, ça c'est l'inflation des loyers immobiliers en temps réel, la composante inflation du PMI des services, la composante inflation du PMI manufacturier, donc ça nous vient de l'ISM, le prix des voitures en temps réel, on va utiliser Trueflation, et bien sûr le prix du pétrole et des matières premières, mais ça c'est pour l'inflation nominale. Au final, rappelez-vous, hein, les banques centrales regardent l'inflation sous-jacente. Alors, on commence par Trueflation. Trueflation, eh ben, c'est optimiste, clairement, puisque la tendance... Alors, déjà, Trueflation est à 2,14, d'accord? Le CPI nominal est à 3,3. Donc déjà, selon Trueflation, nous sommes revenus à une inflation correcte. Ce qui compte, c'est pas vraiment sa valeur absolue, c'est sa tendance. La tendance, elle est baissière overall, et là, elle est même proche de faire un nouveau plus bas. Donc, d'un point de vue, et si vous regardez l'inflation immobilière dans Trueflation, notamment Rented Dwellings, l'inflation des loyers, on est à 0,4. On est à 0,4, alors que, je vous remontre, dans l'inflation officielle, regardez, shelter, c'est l'immobilier, c'est le logement. Dans l'inflation officielle, on est à 5,4. 5,4. Or, en temps réel, pour les loyers, 0,4. Et je vais vous montrer les autres chiffres officiels temps réel, parce que Trueflation c'est pas officiel, hein, c'est basé sur la blockchain. Mais les autres que je vais vous montrer, ça nous vient ici, ça nous vient du ministère du Travail américain. Donc en plus ils savent, la Fed elle sait la réalité temps réel. Mais en même temps elle veut pas bouleverser sa méthodologie de calcul d'inflation qu'elle a depuis des années. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça en fait qu'il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Hein. Donc Trueflation permet d'être optimiste. Inflation No Casting de la Fed de Cleveland. Alors là aussi, c'est un outil de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des 12 antennes régionales de la Réserve fédérale des États-Unis, un algorithme qui nous annonce, donc pour ce vendredi 28 juin, vous avez la mise à jour du corps PCE, donc le PCE au titre du mois de mai, qui est mis à jour ce vendredi 28 juin, il est attendu à 2,56. Donc là, vous avez un outil. Je vous rappelle que nous sommes à 2,8. Que la Fed nous dit qu'on sera à 2,8 en fin d'année. Mais pourtant, un des algorithmes maison de la Fed nous dit que ce vendredi 28, on sera à 2,56. Bon, lui en tout cas permet d'être optimiste. La réponse, encore une fois, c'est ce vendredi. Alors ensuite, on arrive aux deux choses les plus intéressantes.
le Zillow Index, qui est une mesure de l'inflation immobilière en temps réel, et le BLS c'est le ministère américain du Travail, le New Tenant Rent Index, qui est là précisément l'inflation des loyers en temps réel. Commençons donc par le Zillow Index, et là regardez comme c'est super intéressant. Ici je vous remontre, ici vous avez donc l'inflation immobilière officielle, qui est à 5,45, et là vous avez l'inflation immobilière qui utilise les real-time metrics, l'inflation immobilière en temps réel, elle est à 1,29. Et regardez, dans le monde d'avant, c'est parfaitement corrélé. Elle s'était envolée à la hausse, et regardez le temps qu'il a fallu pour que la hausse arrive dans l'inflation officielle. Et maintenant, elle a décroché, elle est même revenue sous le niveau du monde d'avant, et donc il faudra du temps pour que ça aille dans l'inflation officielle. Mais en fait, nous savons que ce 5,45, il va retomber à 2 ou 3. Et donc, rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si jamais, vraiment, l'inflation officielle s'ajuste sur l'inflation temps réel immobilière? Et bien, vous avez la réponse ici. L'inflation tombe à 1,6. Ça y est, on est sous la cible de la Fed. Donc, en fait, nous pouvons dire uniquement avec la contribution de l'immobilier qu'à horizon 6-9 mois, on est sous la Fed, sous l'objectif de la Fed. Alors oui, après, oui, il y a toutes les autres composantes de l'inflation. Mais ces autres composantes de l'inflation, pour l'instant, elles ont une orientation baissière. Vous pouvez ici les reprendre. La plupart d'entre elles sont tout en bas. Elles ont des orientations baissières. Donc, alors, si toutes les autres composantes s'envolaient à la hausse, je veux bien, prenez l'inflation des nouveaux véhicules. C'est la chute libre. Maintenant, c'est même en négatif, l'inflation des voitures. Donc, pour l'instant, voilà, on a une visibilité sur l'inflation immobilière. Et toutes les autres composantes vont plutôt au sud. Moi, c'est pour ça que je me permets d'avoir une relative confiance pour la désinflation. Donc, à horizon, ces 6 prochains mois. Alors, ensuite, le BLS New Tenant Rent Index. Donc ici, vous avez toutes les datas. Alors là, ce sont carrément les datas du ministère du Travail. Ce sont donc les données officielles. C'est l'inflation réelle des loyers. Donc en plus, le pire, c'est que les services de l'État connaissent l'inflation en temps réel des loyers. Mais ils assument avoir une méthodologie de l'inflation immobilière officielle qui est un lag de 12 mois. Ils l'assument. Voilà, bon, ils font ce qu'ils veulent. Bon. Et donc, l'inflation officielle des loyers, en tenant compte des données du ministère du Travail, j'ai importé cette feuille Excel directement sur le site de la BLS, au premier trimestre 2024, c'est 0,41. 0,41. Alors que, officiellement, on nous dit que c'est 5. Vous comprenez? Mais c'est 0,41. À horizon 6 mois, ils vont arriver dans le calcul officiel de l'inflation. Et donc, ces données, maintenant, elles sont représentées ici sous la forme d'un graphique, où là, vous avez l'inflation officielle et la vraie inflation. Et donc, voilà, on sait que cette vraie inflation va petit à petit arriver dans l'inflation officielle et qu'elle va ramener vers le sud l'inflation officielle. Alors, ensuite, je continue. Donc, vous avez la composante inflation du PMI des services, la composante inflation du PMI manufacturier. Donc, la composante inflation du PMI des services. Alors ça, je dirais, l'inflation des services, c'est là en fait où il y a le plus d'inquiétude entre guillemets, car oui, ça par contre, je l'admets, elle ne baisse pas. Il y a un vrai problème avec l'inflation des services. Et là, par contre, ça ne concerne pas l'immobilier. Et c'est ça en réalité qui stresse la Fed. Et nous sommes très loin du monde d'avant. Oui, ben ça, on n'a qu'à tous appeler les compagnies d'assurance et leur dire d'arrêter de se faire du cash sur notre dos, quoi. À un moment ou à un autre, il faut arrêter. C'est trop facile. Elles sont maîtresses des tarifs. Alors elles nous diront qu'elles ont des coûts. Patati patata, ouais. Elles veulent surtout faire du cash. Bon. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elles jouent le jeu, ces entreprises d'assurance en particulier. Mais dans les services, il n'y a pas que les assurances. Mais ça compte énormément. C'est vrai que cette inflation donc, des services est encore beaucoup trop haut. Ce que nous dit la composante inflation du PMI des services de l'ISM aux États-Unis, c'est que nous sommes revenus au monde d'avant. Donc on peut espérer que ces prochains mois, effectivement, cette inflation des services, elle aussi, finisse par baisser. Vous avez aussi la composante inflation du PMI manufacturier, du PMI industriel des États-Unis. Et là aussi, nous sommes revenus au monde d'avant. Donc là aussi, l'espoir est permis. Le prix des voitures en temps réel, je vous l'ai montré sur Trueflation, optimisé. Et par contre, forcément, oui, il y a de l'incertitude sur le prix des matières premières et du pétrole. Il y a effectivement une forte incertitude, la prime du risque géopolitique,
Là, j'ai fait une vidéo sur le sujet Fast and Forex il y a 2 semaines avec la driving season aux États-Unis qui peut agir à la hausse sur le prix du pétrole et tous les facteurs d'influence. Mais ça, c'est l'inflation nominale. Ce n'est pas l'inflation sous-jacente. Donc, bon. Mais effectivement, il est rare de voir un effondrement du prix du pétrole l'été. Ça va être un frein pour l'inflation nominale cet été. D'accord. Donc ça, c'est en général, le prix du pétrole rebaisse à partir de septembre, octobre, novembre. Ça, je retraiterai ce sujet dans le Fast and Forex. Alors, obligations. Alors, si effectivement cette désinflation reprend comme je l'envisage, et ça, je vous en ai parlé au Swissquote Trading Day, la classe d'actifs qui a le plus de potentiel si la désinflation se confirme cet été, c'est naturellement le marché obligataire, du fait de la corrélation inversée entre le cycle des taux d'intérêt et le prix des obligations. Corrélation inversée entre, par exemple ici, l'obligation américaine à 20 ans ou TLT, que j'utilise, qui me sert de benchmark pour analyser le prix des obligations. Et ici, je vous ai mis le taux de la Fed et le taux obligataire à 2 ans et à 10 ans US. La corrélation inversée saute aux yeux. Ici, je vous rappelle ce qu'on appelle la duration, c'est-à-dire la sensibilité en termes de corrélation inversée du prix des obligations avec les taux d'intérêt du marché. Et donc, si par exemple, je vais prendre l'obligation américaine à 10 ans, je prends le taux obligataire américain à 10 ans. Si le taux obligataire américain à 10 ans retombe à 3,78, allez, et même qu'il retombe à 3,30 en fin d'année, donc c'est-à-dire qu'il perd 100 points de base, si jamais il perdait 100 points de base, alors pour ça, il faut donner les signaux techniques baissier moyen terme. Ils ne sont pas encore donnés. Hein. Je vais retraiter ça là, dans la seconde partie de la vidéo dans le point technique. Mais donc 100 points de base, eh bien, sur une obligation donc, à 10 ans, une baisse de 100 points de base, ça veut dire que le prix de l'obligation va s'apprécier de 12 à 13%. Ce qui n'est pas rien, je veux dire, ça donne une visibilité. Ça c'est uniquement la relation au taux d'intérêt. Ensuite, vous avez le mark to market, l'offre et la demande qui peuvent rajouter à la performance. Là, c'est simplement la performance mécanique qui nous vient de la corrélation inversée avec les taux d'intérêt. Ça peut faire plus, c'est ça que je veux vous dire, ça peut faire plus. Donc ça, c'est une chose importante à surveiller. Et donc cette semaine, avec la mise à jour du PCE, il va falloir vraiment surveiller les taux d'intérêt du marché, le 2 ans et le 10 ans américain. Et en particulier, ces fameux supports hebdomadaires weekly dont je parle depuis longtemps, qui n'ont pas encore cédé, le jour où vous pourrez, si vous appliquez par exemple le système Ishimoku à l'analyse technique du taux obligataire américain à 10 ans, le jour où, suite à un chiffre d'inflation, le taux obligataire sortira par le bas du nuage, vous aurez enfin un signal baissier majeur qui viendra faire miroir au signal haussier majeur qui avait été donné ici début 2021 lorsqu'on commençait à s'inquiéter de l'inflation. Et là derrière, c'est la certitude technique d'avoir une baisse des taux d'intérêt et donc un rebond du prix des obligations. Ça, c'est en priorité, ce sont les signaux techniques, ils ne sont peut-être pas donnés. Hein. Ça va vraiment dépendre du PCE Core qui va être mis à jour donc ce vendredi 28 juin aux États-Unis. Alors S&P 06 versus S&P 500, faisons le point technique. Alors effectivement, tout d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Ce n'est pas exagéré de parler de différence entre le S&P 06 et le S&P 500. 5 valeurs représentent 60% à elles seules du rendement annuel en year-to-date du S&P 500. Seulement 5 valeurs, en fait 6. Nvidia, Microsoft, Google, Facebook, Apple et Amazon ont réalisé 60%, et 880 BP sur 1120, de la hausse c'est énorme. Cette contribution, elle est énorme. Donc il faut bien comprendre que actuellement, ce qui a fait la semaine dernière nouveau record historique, c'est le S&P 06. Si vous prenez par exemple le S&P 500 Equal Weighted, où vous donnez le même poids à chacune des valeurs, et non pas un poids dominant au start de la TQS, l'analyse technique n'est pas la même. C'est une phase de transition latérale et nous sommes collés à l'ancien record historique. Et puis vous avez tout l'environnement des small et des mid cap avec le Russell 2000, qui sont assez basses. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y aura une confirmation de la désinflation US, ce ne sont pas les stars de la tech qui vont en profiter, mais ce sont justement toutes ces valeurs en retard. Et en particulier les valeurs dites de la value, les small et mid cap, qui auront enfin un rattrapage. Donc je pense que le Russell 2000 surperformera le S&P 500
en cas de confirmation, donc de reprise de la désinflation US. Voilà, chers amis. Alors maintenant, nous allons faire le tour d'horizon technique de ces différents indices boursiers américains. Et bien sûr, je vais aussi mettre à jour mon point de vue technique sur le CAC 40 et le taux obligataire, en fait, tous les baromètres du risque concernant la dissolution française. Attaquons la partie technique, chers amis. Alors attention, je dis attention, comme je viens de vous l'expliquer, c'est essentiellement le S&P 0,5, le S&P 0,6, allez, éventuellement le S&P 10, qui a permis de réaliser la semaine dernière un nouveau record historique. Alors nous sommes toujours dans un décompte bullish de long terme. Attention, rappelez-vous, nous sommes dans une cinquième sous-vague impulsive d'une grande 3, et comme vous le savez, en analyse fractale, c'est la dernière vague avant une vague de correction 4. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle est terminée, les objectifs d'extension sont plus hauts, mais ayez toujours ça en tête, c'est le cadre de fond. Maintenant, comme expliqué à l'instant sur le plan fondamental, cette hausse récente ici du S&P 500, cette cassure, alors propre, cassure technique haussière, pullback, regardez, hein, c'est vraiment le cas d'école et la précision chartiste, a permis une poussée. Ça a été basé essentiellement sur les stars de la tech. Il y a des premiers signaux de prise de profit sur les stars de la tech. Regardez-moi cette structure en bearish engulfing de Nvidia. Je veux dire, non mais Nvidia, c'est complètement suracheté. Regardez l'écart un peu à la moyenne mobile à 200. Donc en fait, il y a deux options. Le danger, bien sûr, c'est que ce retracement des stars de la tech provoque un retracement du S&P 500, du fait du poids de ces valeurs dans le calcul de l'indice. Mais il existe une opportunité qui verrait finalement une baisse qui resterait, donc alors une baisse, oui, du fait du poids des stars de la tech, mais un passage de témoin aux autres valeurs, aux autres large cap, et pourquoi pas même aux small et mid cap, qui viendraient prendre le relais et un peu amortir la baisse. Alors pour cela, je vous invite notamment à suivre l'analyse technique du S&P 500 équipondéré, qui donne en fait le même poids à chaque valeur, et effectivement vous constatez que alors le marché oscille autour de son record historique ici qui avait été le point haut de la bulle des taux zéro post-Covid, et construit une sorte de pattern ici qui prend la forme d'une structure en triangle. Alors dans les bouquins d'analyse chartiste, il s'agit d'une figure de continuation, mais en réalité, par expérience, je peux vous dire que c'est une figure très neutre et qui peut être, in fine, une figure de distribution. En tout cas, ce que nous pouvons observer, c'est qu'alors que le S&P 500 commence une phase de retracement, mais non, le S&P 0,5, en fait quasiment le S&P Nvidia, Apple, Microsoft, voilà, c'est ces 4-5 valeurs, eh bien, le S&P 500 équipondéré, lui, reste dans une phase de transition latérale et a tendance, donc, potentiellement, il pourrait y avoir un passage de relais, mais pour avoir un vrai passage de relais, il faut une baisse des taux d'intérêt du marché. Pour ça, il faut, encore une fois, et c'est pourquoi c'était le sujet de la vidéo, il faut absolument que ce vendredi 28 juin, vous ayez donc une bonne surprise sur l'inflation PCE. Lorsque vous regardez ensuite, par exemple, encore un autre indice qui est le NICE Euronext, l'indice NICE Composite, là aussi, donc, eh bien, on a vraiment la profondeur du marché action américain. Et pour le moment, c'est une phase de trading range au-dessus de l'ancien record historique. Il n'y a pas eu d'excès bullish. Et cette pattern peut être à la fin une figure de continuation avec là aussi un passage de témoins. Vous pouvez aussi regarder, et ça vous le connaissez, le Russell 2000, les small et les mid cap US. J'en parlais la semaine dernière. C'est un marché qui s'est neutralisé entre ces deux bornes. Il n'y a rien techniquement parlant à attendre de ces small et mid-cap US tant que ce marché se maintient sous résistance. Le vrai signal bullish, il interviendra lorsqu'il y aura un breakout ici de cette résistance. Et puis, vous pouvez regarder aussi les choses différemment en regardant les secteurs du S&P 500 où s'est faite la hausse. Regardez, le secteur de la tech, Information Technology, c'est le secteur de la tech, sauf que là, voilà, ici vous avez les stars de la tech. Toute la hausse s'est faite ici, et regardez la semaine dernière, en fin de semaine dernière, nous avons les prémices de signaux techniques de prise de profit. Et maintenant, voilà, est-ce que le marché dans sa globalité va manquer le coche? J'entends par là, est-ce que le repli qui va avoir lieu du S&P 500, alors qui est bien compris sur le plan technique, on va faire un petit retracement par ici, au moins, mais finalement c'est assez classique, somme toute, est-ce que cela va emporter tout le marché action qui lui n'a pas monté? Donc il aurait manqué le coche, ce serait le dindon de la farce. Ou au contraire, va-t-il y avoir un déplacement des capitaux vers les actions en retard? Ou peut-être vers les obligations. Bon, ça va dépendre vraiment du chiffre. Ça va vraiment dépendre
des chiffres de l'inflation. Alors du côté des indices boursiers européens, alors oui, le CAC 40, lui, a été sous pression pour la raison que nous connaissons et il va encore l'être un certain temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je prends le benchmark, le contrat futur Eurostoxx 50, nous sommes en fait dans une pattern technique assez classique qui pourrait être, nous sommes toujours dans la grande 3, ce qui pourrait être une structure pour la sous-vague 4. Donc ici, vous avez la sous-vague 1 décomposée en daily, la sous-vague 2, la sous-vague 3, et donc une carte assez longue qui pourrait être une structure en regular flat, donc le marché pourrait retracer jusque-là, avant de repartir pour une sous-vague 5. Donc, in fine, finalement, à la différence du S&P 500, enfin du S&P 0,5, le marché action européen a une construction technique bullish plutôt bien foutue, bien construite, qui est techniquement à même, une fois qu'on aura fini de marquer une pause par ici, de repartir dans le sens de la tendance. Et vous savez, lorsque vous prenez le graphique de long terme de l'Eurostoxx 50, voilà, moi j'ai toujours, alors ce pullback, ça c'est worst case scénario, mais in fine, voici la cible que visent les institutionnels en termes de rattrapage des actions européennes. Là je vous montre, c'est une cible à horizon 12 mois, 12-18 mois, mais c'est toujours bullish tant que l'Eurostoxx 50 se maintient, ici graphique de long terme, au-dessus des 4600 points. Donc voilà dans quelle situation le marché se trouve, chers amis. Et donc, deux questions. La première, en fin de semaine, va-t-on avoir enfin donc, une inflation PCE qui vraiment ralentit, comme le sujet, et s'aligne sur le CPI. Et dans ces cas-là, effectivement, il pourrait y avoir un passage de relais des stars de la tech vers l'ensemble du marché. Et regardez même l'indice Dow Jones. Le Dow Jones a une construction technique qui est complètement différente. Et ça fait penser à des patterns de continuation. Donc on peut avoir l'espoir finalement que le marché dans sa globalité qui a manqué le coche puisse encaisser un retracement des stars de la tech et que les capitaux se déplacent vers les actions les plus classiques. Voilà chers amis, c'est tout pour le point technique. J'espère que ce Top Gun vous a plu. Si c'est le cas, toujours merci de mettre le petit like, s'abonner pour les plus courageux. Passez toutes et tous une excellente semaine. Merci.